Tu t'es déjà demandé comment une fusée arrive à quitter la Terre à plus de 20 000 km par heure? Non, ce n'est pas juste un gros moteur de voiture, c'est un bijou de physique et d'ingénierie. À l'intérieur, du carburant et un comburant se mélangent, explosent et produisent une poussée énorme. Et tout ça juste pour contrer la gravité et aller toucher les étoiles. Mais alors, comment ça marche vraiment un moteur de fusée? Les moteurs de fusée ne sont pas nés avec les satellites et les astronautes. Leur histoire débute il y a plus de 800 ans, en Chine. À l'époque, on utilisait déjà des tubes en bambou remplis de poudre noire pour créer des flèches qui se propulsaient toutes seules. C'était primitif, mais c'était déjà un moteur. Au fil du temps, cette idée a voyagé de l'Asie vers le Moyen-Orient, puis vers l'Europe. Les premiers feux d'artifice, les bombes propulsées, les projectiles à réaction. Tout cela pose les bases de la propulsion par réaction. Mais c'est en 1687 qu'un tournant majeur se produit. Isaac Newton publie ses lois du mouvement. La troisième est fondamentale. À toute action correspond une réaction égale et opposée. Ce principe deviendra le cœur de tout moteur de fusée. Le vrai changement arrive au XXe siècle. En 1926, l'Américain Robert Goddard lance la première fusée à carburant liquide de l'histoire. Elle ne vole que quelques mètres, mais ce test marque le début d'une nouvelle ère. Goddard imagine déjà des fusées qui iraient sur Mars. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne développe la V2, la première fusée balistique de grande puissance. Elle est capable de franchir la frontière de l'espace. Conçue par Wernher von Braun, elle est à la fois une arme et une prouesse technologique. Après la guerre, les États-Unis et l'URSS récupèrent ces ingénieurs pour lancer leur propre programme. L'ère spatiale commence. En 1957, l'URSS lance Sputnik, le premier satellite, grâce à un moteur dérivé des V2. En 1961, Gagarine devient le premier homme dans l'espace. Et en 1969, ce sont 5 moteurs. Un géant qui propulse Saturne V vers la Lune. Depuis, les moteurs ont continué d'évoluer. Propulsion à ergol cryogénique, moteur à propergol solide, moteur ionique, voire nucléaire. Et aujourd'hui, des entreprises comme SpaceX réinventent le moteur avec des systèmes réutilisables comme le Raptor. Mais malgré tous ces progrès, le principe de base reste le même. Brûler un carburant, éjecter un gaz, créer une poussée. Une idée née de la poudre noire et qui nous emmène désormais au-delà de la Terre. Depuis les premières fusées à poudre lancées en Chine il y a plus de 800 ans jusqu'aux lanceurs ultramodernes de SpaceX et Blue Origin, le principe fondamental reste inchangé, propulser un engin en expulsant de la matière à grande vitesse dans la direction opposée. Ce principe, comme on l'a vu, repose sur la fameuse troisième loi de Newton. Mais aujourd'hui, ce n'est plus simplement une histoire de poudre noire. Les moteurs de fusée modernes sont des merveilles d'ingénierie, et leur fonctionnement repose sur un concept aussi simple que redoutable, le feu. Et pour comprendre ce feu, il faut revenir à quelque chose de fondamental, le triangle du feu. 3 éléments sont nécessaires à toute combustion. Un combustible, comme le kérosène, utilisé dans les moteurs Merlin de SpaceX, ou l'hydrogène liquide, extrêmement léger mais très énergétique. Un comburant, souvent l'oxygène liquide, indispensable car dans l'espace, il n'y a pas d'air. Et une source de chaleur, une étincelle électrique ou un allumage par pression ou catalyse. Quand ces 3 ingrédients sont réunis dans une chambre de combustion, la magie opère, le mélange explose. Mais attention, ce n'est pas une explosion chaotique, c'est une réaction précise, continue et contrôlée. La chaleur dégagée transforme le mélange en gaz très chaud, porté à des températures pouvant dépasser les 3300 degrés Celsius. Ces gaz sont ensuite expulsés à travers une tuyère convergente-divergente qui les accélère jusqu'à atteindre des vitesses supersoniques, voire hypersoniques. C'est ce jet de gaz qui génère une poussée. La fusée avance parce que le gaz part en arrière. Action, réaction, tout simplement. Mais tout ça repose sur une machinerie complexe.
Des systèmes comme les turbopompes injectent le carburant et l'oxygène liquide dans la chambre à une pression qui peut atteindre des centaines de bars. Un bar est une unité de pression, un peu comme le kilogramme pour le poids. Pour te donner une idée, la pression atmosphérique au niveau de la mer est d'environ un bar. Donc plusieurs centaines de bars, c'est une pression énorme, plusieurs centaines de fois supérieure à celle de l'air autour de nous. Certaines fusées utilisent un cycle dit « staged combustion » qui recycle les gaz chauds pour améliorer le rendement. Et pour éviter que le moteur ne fonde sous la chaleur, une partie du carburant est utilisée pour refroidir les parois de la tuyère. Il circule dans des canaux avant d'entrer dans la combustion, absorbant ainsi la chaleur. Chaque moteur est une petite centrale nucléaire de précision, stabilité thermique, gestion de pression, régulation du débit et allumage synchronisé. C'est un équilibre parfait entre violence et maîtrise, et cette maîtrise a évolué au fil des décennies. Du moteur V2 de Von Braun à l'incroyable F1 jusqu'au moteur Raptor de SpaceX, capable d'être réutilisé plusieurs fois grâce à un carburant méthane plus oxygène liquide. Et pourtant, malgré toute cette technologie, l'idée fondamentale reste la même que celle lancée en Chine il y a 8 siècles, utiliser une explosion pour voler. On pourrait croire qu'un moteur de fusée, c'est juste un gros tube qui explose vers le bas pour pousser vers le haut. Mais ce serait sous-estimer l'incroyable complexité derrière ces machines de précision. Prenons le Starship de SpaceX. Ce n'est pas simplement une fusée. C'est un système complet, conçu pour être entièrement réutilisable, capable de décoller, d'atterrir et de repartir, comme un avion spatial. Sa mission ? Réduire drastiquement le coût d'accès à l'espace, mais aussi emmener des humains sur la Lune, sur Mars, et un jour, au-delà. Son moteur, le Raptor. C'est un moteur à combustion étagée, alimenté par du méthane liquide et de l'oxygène liquide. Pourquoi ce choix ? Parce que le méthane est plus stable que l'hydrogène, plus facile à stocker, et surtout, on peut en produire sur Mars. Le cycle à combustion étagée permet de réutiliser les gaz chauds issus des turbopompes pour brûler plus efficacement. Résultat, moins de pertes, plus de poussée. À titre de comparaison, les moteurs de la navette spatiale, les RS-25, utilisèrent de l'hydrogène, très performant mais fragile. Le RD-180 russe, lui aussi très puissant, fonctionne au kérosène mais n'est pas réutilisable. Le BE-4 de Blue Origin, proche du Raptor, est moins performant en cycle mais plus simple. Ce qui différencie vraiment le Starship, c'est sa vision à long terme. Son design en acier inoxydable est pensé pour supporter la chaleur intense des rentrées atmosphériques. Et surtout, chaque partie du système, fusée, étage supérieur, moteur, est pensée pour être utilisée des dizaines de fois, là où une Ariane ou une Soyouz ne servent qu'une seule fois. Mais pourquoi viser la réutilisabilité ? Parce que lancer une fusée à usage unique, c'est comme construire un avion pour un seul vol absurde sur le long terme. C'est pourquoi SpaceX s'inspire plus de l'aviation que de l'aérospatiale traditionnelle. Et au-delà de Starship, on explore déjà d'autres formes de propulsion, la propulsion ionique qui utilise des champs électriques pour expulser des particules. Elle offre peu de poussée, mais une efficacité extrême pour les longs trajets. Les projets de fusion nucléaire, encore expérimentaux, pourraient révolutionner l'exploration interstellaire. Voire un jour, l'antimatière. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, le Starship marque une transition entre le monde des fusées jetables et celui des lanceurs massifs, autonomes, réutilisables et orientés vers l'exploration humaine. Derrière la puissance brute d'un moteur de fusée, il y a des siècles d'ingéniosité, de rêve et de science. Ce n'est pas simplement de la mécanique, c'est le fruit d'une quête, commencée bien avant l'ère spatiale, portée par les civilisations qui regardèrent les étoiles en se demandant « et si on pouvait y aller ?» Chaque lancement repousse les limites, pas seulement techniques, mais humaines. C'est le résultat de milliers d'heures de calculs, d'échecs, de tests, d'explosions, de réussites. C'est aussi une démonstration de ce que l'humanité est capable de faire quand elle rêve grand et qu'elle met toute sa rigueur au service de l'impossible. Car au fond, comprendre ces moteurs, c'est comprendre notre volonté d'aller plus loin, toujours plus loin. Vers les étoiles, vers d'autres mondes, vers des réponses que nous ne connaissons pas encore
et à chaque allumage, à chaque poussée, ce rêve prend vie. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas le like et l'abonnement car l'ère spatiale ne t'attendra pas pour continuer son envol.